Donc, on va se présenter. On fait le podcast aujourd'hui pour notre projet intégrateur au Cégep. On va se présenter. Moi, c'est Frédéric Jeté. Je suis un étudiant au Cégep de Saint-Laurent en sciences humaines, puis je joue au hockey avec l'équipe de hockey. Tu peux y aller, ça. Ouais, c'est Jérémy Cécile. Je joue aussi pour l'équipe de hockey du Diable Saint-Laurent. Puis j'étudie en sciences humaines avec mathématiques. Good. Donc, j'ai fait la première partie qui va parler plus de la psychologie avec Gabriel. Vous allez pouvoir le voir tout de suite après. Puis pour l'instant, on va parler un peu de l'actualité du hockey. Donc, qu'est-ce qui se passe récemment dans le hockey? On a vu le Canadien battre en 7 le Lightning du Tampa Bay. Toi, t'as pensé quoi de cette série-là, mon Jay? Tu sais, c'était une très bonne série. Autant les deux équipes, deux très bonnes équipes. Chacun qui joue un style de jeu différent, ce qui nous a donné une bonne série. Après ça, si on parle plus de la game numéro 7, je crois pas que le Canadien la méritait. Seulement 9 lancés. Non, définitivement. Mais comme l'histoire peut nous dire que ce qui compte, c'est pas la performance, mais c'est le résultat. Et ils ont trouvé un moyen de la gagner, donc c'est ça l'important. Ouais, puis aussi, si tu te rends un match numéro 7, tu peux pas vraiment donner cet argument-là de t'as pas été chanceux la game numéro 7 parce que t'en as quand même perdu 3 avant avec le Lightning. Ne méritait pas de gagner cette série-là parce qu'ils n'ont pas tant bien performé que ça dans les premiers matchs de la série. Qui tu penses qui a été le X-Factor du côté du Canadien pendant la série? Mais il faut aller avec Jacob Debèche, avec le gardien. C'est lui qui a tenu les Canadiens dans le match, autant dans la partie numéro 7 que durant tout le reste des séries. Toutes les games se sont jouées par un but. Donc, Ouais. quand ça joue par un but, il faut que ton gardien soit solide. Et un peu comme tous les médias en parlent, je crois que Debèche a surpassé Vasilevski durant cette série-là. Et Ouais, qui était un meilleur gardien. Et donc, j'irai avec Vasilevski de mon côté. c'est vrai qu'il a été très impressionnant à Debèche. Moi, de mon bord, vu que tu as choisi Debèche, je vais aller pour mon X-Factor, je vais aller avec Lane Hudson. Hudson, il a été excellent, autant offensivement que défensivement. Il a fini cette série-là avec 2 buts, 4 passes pour 6 points, dont un but gagnant en prolongation. Honnêtement, il m'a vraiment impressionné. Il a vraiment été solide défensivement. Je pensais qu'il allait se faire brasser. Il était vraiment solide. Il ne s'est pas fait brasser. Qui tu dirais qui t'a déçu plus chez le Canadien? Il faut y aller avec Cole Caulfield. Ouais. Un marqueur de 51 buts durant la saison. Puis surtout, c'est beaucoup de buts à 5 contre 5. Il n'y en avait pas tant eu à part avoir un powerplay que ça. Là, un but seulement en powerplay. Oui, je sais qu'il y a peut-être, je pense, 4 points en cette game. Ouais. Mais il était un fantôme. On l'a pas vu la série. On va avoir besoin de lui pour la deuxième ronde si on veut espérer passer les Sabres de Buffalo, qui est d'ailleurs une très, très bonne équipe. Ouais. Moi, je vais y aller avec Ivan Demidov. Je pense qu'il a été correct, mais c'est plus le côté point qui nous a manqué parce qu'il y a juste une passe en 7 matchs. D'habitude, c'est un joueur qui fait beaucoup de points. Je trouve qu'il a été bon dans ses batailles à 1 contre 1 puis sur le bord des rampes. Mais pour le reste, en avantage numérique, il a été presque inutile. Puis à 5 contre 5, il n'a pas fait beaucoup de points. Je pense qu'il n'a vraiment pas beaucoup apporté. Même s'il était correct, mettons, dans le match numéro 7, parce qu'il trouvait une autre façon d'être efficace que de faire des points. Ce que je trouve que Caulfield n'a pas fait, parce que Caulfield, dès qu'il ne fait pas de points, il ne sert pas à grand-chose. Si on regarde, mettons, un Slav, là, quand il ne fait pas de points, quand il finit la game comme de dimanche avec aucun point, ben, il joue quand même 21 minutes, il finit la game avec plus qu'une mise en échec, il finit la game avec. Il a fait quelques beaux jeux défensifs. Fait que, ouais. Totalement d'accord. Hein. Puis ça, il faudra juste qu'on trouve une solution, les joueurs overall, parce que là, je trouve qu'on a eu beaucoup d'aide de notre troisième trio, de Ouais. Kirby Dach, Texier et Bolduc, qui ont joué une très, très bonne série. Mais malheureusement, si le Canadien veut espérer continuer plus loin, il va faire une meilleure contribution overall de tous les joueurs. Ouais, c'est bon.
Puis du côté du Lightning, c'est qui t'a le plus surpris? Qui tu penses qu'il a été le X-Factor du côté du Lightning? Qui était le meilleur joueur? Mais il faut y aller avec Brandon Ingold. On aurait pu donner aussi à Vasilevski, il a connu quand même des bonnes séries, mais il faut qu'elle soit Ingold. Ouais. Je crois qu'il y a 8 points en cette game, ou je vais à peu près 8 points en cette game. Il y a 6 buts, beaucoup de buts gagnants. Autant c'est sur le fait de pointage qui a été efficace, autant que sur en termes, il dérangeait, il s'est battu. C'est un joueur complet, il joue des avantages numériques. Je crois qu'il a connu une des meilleures séries de sa vie, de son côté. Ouais, ben, c'est un gars qu'on avait vu aux Olympiques et au Four Nations là, être vraiment bon quand ça compte. C'est un gars qui frappe aussi, qui dérange. Pour moi, je vais aller avec Vasilevski. Vu que je suis goaler, je vais aller avec un goaler. Il n'a pas sorti les meilleurs stats, mais dans la game 6, un blanchissage de 30 saves, faut le faire. Puis dans les autres games, je trouve qu'il a été solide parce qu'il sortait tout le temps des gros saves à des bons moments. Je trouve que c'est ça un peu qu'on reprochait à un gars comme Montembeault. Là. Il faisait jamais le gros save au gros moment, mais Vasilevski, c'est un gars qui fait le gros save au gros moment. Un peu comme Dobèche. Un gars qui t'a pas impressionné du tout, que tu pensais qu'il allait être vraiment meilleur que ça? Ça dépend si je vais en termes de hate. Si je vais en termes de hate, je dirais Sabourin. Vraiment inutile comme joueur. Ouais, c'est vrai, il a été très inutile. Sinon, si on va un peu avec le talent, j'ai pas vu Braden Point grande en série. Non, Autant Kucherov qu'il n'a pas connu non plus des bonnes séries. Je crois que Point a encore connu des moins bonnes séries que ça. Pas nécessairement un gars que j'ai vu. Je crois qu'il y a un but. ouais, Je ne vais pas dire combien de points, ouais, mais pas un très grand impact durant la série. d'habitude, Pointe, c'est un gars qui vole sa glace. Hein. C'est un gars qui Exact. patine vite, qui frappe, qui score des points, qui fait des buts. Puis là, il a été vraiment invisible. Euh, Moi, je vais y aller avec Corey Perry. Corey Perry, on s'attendait un peu à ce qu'il dérange. Je pense qu'il a dérangé 30 secondes Lane Hudson durant la game 1. Puis après ça, il s'est fait soit clouer au banc parce qu'il est rendu plus assez bon ou il a juste rien fait. Donc, il a fini la série avec aucun point en 7 matchs, à moins 2. On a des gens qui disent que Corey Perry est meilleur que Zach Bolduc ou il est meilleur que d'autres bons joueurs du Canadien. Je suis vraiment pas d'accord avec cette ligue-là. Mais bon. Fait que, Non, puis, c'est très d'accord avec toi, Fred. ouais, ouais. Puis, as-tu une prédiction pour la série qui s'en vient? Canadien Buffalo, je crois que Buffalo a donné un bon visage. Moi, j'avais pas Buffalo qui passait cette série-là. Moi, j'avais Boston qui battait les Sabres. Mais le goaler Devin Lyon, non. Ah, Whatever Lion. son nom. Alex Lyon. Lyon, Alex. c'est ça. Il a connu une très bonne série de ce que j'ai pu voir. Des matchs que j'ai regardés, très solides. Donc, ça va être Ouais. encore un très bon duel de gardien de but. Maintenant, je crois que la profondeur du Canadien comparé à la profondeur des Sabres va donner le dessus au niveau du Canadien. Et aussi, je pense que défensivement, on a une meilleure défensive que les Sabres. Mais il va falloir, comme j'ai dit, une contribution plus grande du premier trio surtout, mais aussi du deuxième trio parce que, comme tu as dit, Demidov n'a aucun but. Euh, Newhook a pas son but Game 7, pas grand-chose non plus. Donc, il va falloir une meilleure contribution overall, mais moi, je dirais Canadien en 6. Ouais, parce que les autres, c'est une équipe qui a leur top 6, leur première ligne a fait beaucoup de points. Là. Exact. H. Thompson a 7 points, Alex Stock a 7 points, puis Peyton Krebs a 6 points. Fait que, tous leurs gros joueurs, ils contribuent beaucoup. Puis même leurs gros défenseurs, là, Bowen Byron, il a 5 points, Owen Power, 4 points, puis Rasmus Dahlin, 4 points. Mais je pense vraiment que ça va être une belle série. J'ai hâte de voir comment le Canadien va réagir parce que Buffalo, ils ont vraiment une grosse défensive. Là. Tous des gars en haut de 6 pieds 2, 6 pieds 3. Fait que j'ai hâte de voir comment Cole Caulfield Mais va faire. c'est des avantages d'avoir des gros défenseurs, ils passent moins vite. Le Canadien est une équipe de vitesse. On peut prendre ça à notre avantage. Logan C'est sûr. Stanley à def, là, est un con. Là. C'est sûr.
Mais il joue pas beaucoup. Il joue beaucoup sur le désavantage numérique. Buffalo aussi, c'est une équipe qui prend beaucoup de pénalités. Il va falloir être opportuniste sur l'avantage numérique. Mais moi, je pense vraiment que ça va jouer d'un filet. J'ai hâte de voir si Alex Lyon va être capable de tenir le cap. Là, parce que oui, il y a eu une bonne série contre Boston. Mais c'est-tu vraiment ce gars-là genre, qui est excellent? Parce qu'en saison régulière, il y a eu du 907, c'est bon, mais c'est pas excellent. Puis l'an passé, c'est un gardien qui gaulait. C'est un deuxième gardien avec les Red Wings de Détroit qui a gaulé du 896. Fait que c'est pas nécessairement le meilleur goaler. Mais j'ai hâte de voir en série à Montréal comment il va réagir. Puis moi, j'irai avec un Canadien en 6. Il est du même avis. Parfait, ça. Question pour toi, Fred, parce que, comme tu as dit auparavant, tu es gardien de but pour le CLE Saint-Laurent. Puis notre podcast, en fait, notre projet overall parle surtout des gardiens de but, de l'impact des gardiens de but. Ouais. Moi, j'aimerais savoir, en tant que gardien de but, ta vision un peu sur tout ce qui sont les enjeux un peu plus économiques par rapport à cette position-là, que ce soit l'équipement, que ce soit la disponibilité de l'équipement, la fabrication. Tu sais, qu'est-ce que tu en penses de ça? Je trouve que c'est un peu injuste à quel point l'équipement de gardien est beaucoup plus cher comparé à un équipement de joueur. Si on parle de jambière, le prix actuel pour les jambières, moi, que je porte, c'est 2000 $ avant taxe. Donc, ça revient à 2400 $ à peu près environ. Je trouve que c'est énormément cher. Je pense même pas que l'équipement de joueur, il vaut ça au complet. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment injuste. Sinon, même, mettons, si tu vois les bâtons de gardien de but, ça coûte extrêmement cher aussi. Puis ça brise très rapidement. Tu sais, la saison passée, je pense que j'ai eu 10 bâtons. Mais tu sais, des bâtons, ça coûte environ 400-500 $. Et si tu fais le calcul, là, ça revient à 4000 $ de bâtons dans une saison. Ça revient vraiment cher. Nous, à Saint-Laurent, on est chanceux. On est avec SCCA pour avoir des bâtons test. Donc, je pense que j'en ai eu 6 ou 7 l'an passé, des bâtons test. Donc, pour ça, j'ai été vraiment chanceux. Mais sinon, je pense que ça coûte vraiment cher. Puis je pense que l'inflation, ça a été quelque chose aussi qui a affecté le stock de goaler. J'ai les chiffres devant moi, là. Pour une paire de jambières en 2010, on parle d'environ 1499 $ avec les taxes. Et pour aujourd'hui, la même jambière vaudrait 2400 $. Donc, on parle d'une évolution de plus de 50%. Si on parle, mettons, de Myth ou Blocker, les deux ensemble, en 2010, ça valait à peu près 650 $ après taxe. Et aujourd'hui, ça vaut environ 1300 $. Donc, on parle d'une évolution de 100%. Donc, l'inflation, elle a vraiment frappé tout ce qui est l'équipement de gardien. Est-ce que tu crois que justement cette montée économique-là de l'équipement de gardien de but peut ou a comme effet qu'il y a moins on va dire, de gardiens de but qui aimeraient se lancer ou moins de parents qui laissent, on va dire, leur enfant ou invitent leur enfant à les gardiens de but à cause justement du prix exorbitant de l'équipement? Ah, 100%. Je crois qu'aujourd'hui, ma soeur, elle joue encore au hockey, puis elle est gardienne aussi. Puis à chaque année, j'entends mon père dire que on manque de gardiens. Cette année, on n'a pas encore assez de gardiens. Ta soeur, elle va gauler dans 2 équipes différentes. Ou il faut qu'elle aille faire des pratiques avec une autre équipe parce qu'il manque de gardiens, surtout au début de saison. Parce que les parents ne veulent pas s'engager à payer un prix qui est aussi haut. Puis c'est comprenable aussi. Puis même les pratiques de gardiens, tu sais, demain, je vais avoir faire une pratique de gardien de 1h30, ça me coûte 110 $. Fait que, tu sais, si un gardien veut s'améliorer, il faut absolument qu'il fasse des pratiques de gardien ou des cliniques de développement comme ça. Puis ça coûte extrêmement cher aussi. Fait que c'est sûr que ça va faire qu'il va y avoir de moins en moins de gardiens qui veulent s'inscrire. Puis si je compare, mettons, avec ma soeur, mon père, au début, il était vraiment pas, il était vraiment pas content, là, mais ça ne tentait pas que ma soeur soit gardienne. Parce qu'il sait que l'équipement, ça va coûter plus cher que le joueur. C'est ça. OK. Puis est-ce que tu aurais, mettons, un conseil ou, tu sais, mettons, une affaire aux parents à dire peut-être qu'il peut
qui peut les motiver un peu à laisser leur enfant gardien de but malgré justement ce coût-là de l'économie? Je pense que le hockey, c'est une école de vie. Fait que tu apprends beaucoup du hockey. Puis je pense que le fait d'être gardien vient aider les gens dans plusieurs situations dans la vie. Parce que quand tu es gardien, il faut que tu apprennes à vivre toute cette pression, toute la pression que l'équipe, mettons, met sur toi. Fait qu'il faut que tu sois bon à chaque match. Puis, mettons, dans les matchs de série, tu reçois beaucoup de pression. Tu ressens beaucoup de pression. Fait que je dirais que cette pression-là qu'on ressent, on apprend à on apprend à vivre avec, puis ça va nous aider après ça dans la vie tous les jours. Puis aussi, c'est juste de laisser de laisser votre enfant faire du sport. T'sais, si votre enfant il veut faire ça, oui, ça va coûter plus cher, mais en même temps, ça va lui permettre de faire du sport, ça va lui permettre d'avoir des amis, ça va lui permettre d'avoir des contacts. T'sais, moi puis Jay, on se connaît depuis qu'on a, je sais pas, 14 ans. Puis on va être des chums pour tout le reste de notre vie. Fait que le hockey, puis si j'avais pas été gardien, j'aurais pas rencontré Jay, j'aurais pas rencontré ma blonde aujourd'hui, j'aurais pas rencontré plein de personnes que j'ai rencontrées. Fait que être gardien, moi, ça m'a permis plein de belles choses. Puis ça va m'en permettre encore plein de belles dans le futur. Parfait. Good. Donc, ça enregistre. Bon, donc je vais présenter la personne avec qui je suis. Je suis avec Gabriel Delage. Gab, c'est un de mes coachs depuis que je suis très jeune, depuis que j'ai commencé à jouer au hockey. C'est aussi un préparateur mental euh, de hockey ou de peu importe, juste psychologie. Gab, tu veux te présenter? Ouais, non, très bien fait. C'est ça, fait que dans le fond, je suis en voie de devenir préparateur mental. Je suis en train de compléter toutes mes heures de certification. Préparation mentale, tu sais, c'est large, là. Ça peut aller en sport comme ça peut aller en tout ce qui est début de performance, là. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est comme bizarre de dire vers quoi qu'on se dirige, mais ouais, c'est ça. Fait que en voie de terminer ça, je suis en train de faire mon doctorat en psychologie du sport avec un intérêt en recherche pour tout ce qui est santé mentale, hockey. Fait que je pense que ça va bien apprêter pour ce qu'on va discuter aujourd'hui. Parfait. Donc, je vais poser quelques questions à Gabriel. On en a cité, je pense, cité 4 ou 5. La première question que j'avais pour toi, Gab, c'est selon toi, c'est quoi les plus gros enjeux psychologiques qu'un gardien va devoir vivre dans sa carrière? Ouais, super intéressant. Je vais parler rapidement du sport là, pour peut-être ceux qui le connaissent moins ou je sais pas tout le monde qui comprend la position de gardien de but non plus, là. Selon moi, selon beaucoup de coachs hockey ou de personnes qui écoutent le hockey, la position de gardien de but, c'est un sport un peu individuel dans un sport collectif, si on veut, là. C'est une position où est-ce que, oui, tu joues avec d'autres personnes, mais tu reçois beaucoup des actions, puis ton intégration à l'équipe est un peu différente. Donc, des fois, il y a plusieurs aspects qu'on peut parler qui vont être difficiles pour les gardiens de but dans ce niveau-là. Il peut y avoir, premièrement, le fait que tu peux te sentir un peu seul à te faire comprendre par rapport aux défis que tu vas faire face. Fait que, des fois, de parler à des coachs, c'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas tout le temps des coachs spécifiques aux gardiens de but alentour des équipes. Après ça, les autres coéquipiers dans l'équipe ne vont pas nécessairement tout le temps comprendre non plus la réalité d'un gardien de but. Donc, il y a cet aspect-là qui est tout le temps difficile. Il y a aussi l'aspect qu'on connaît qui est, le gardien de but, c'est la dernière ligne de défense un petit peu, là, ce qui veut dire que dans le fond, tu as le but, tu as le gardien, puis si tu te fais passer, ben, tu as tout le temps une petite lumière rouge qui va te tourner alentour de la tête, qui va signifier qu'il y a un but qui a été scoré. Donc, tes erreurs paraissent beaucoup plus que celles des autres personnes sur la glace. Quand on parle de hockey, on parle d'un sport qui est basé sur les erreurs. C'est l'équipe qui va faire le moins d'erreurs qui va finir par gagner ce match-là. Et donc, quand tu es dans une position où toutes tes erreurs sont mises de l'avant, ça peut devenir difficile à gérer. Après ça, je vais juste toucher sur un dernier point qui peut être aussi difficile pour cette position-là. Là. Mais quand on décide de faire une équipe de hockey, gros maximum, il va y avoir entre 3 et 4 gardiens de but. Puis là, je suis généreux, ça dépend des niveaux. Il y en a qui vont seulement entraîner 2, il y en a qui vont aller 3.
Puis rarement, tu vas avoir une place où ils ont 4 gardiens de but. Même dans la réalité où il y en a 4, il y en a seulement 2 qui vont jouer. Fait que, il y a tout le temps ce stress-là de je suis en compétition avec d'autres personnes. Puis quand je fais une erreur, non seulement mon équipe gagne ou perd, mais moi, ça se peut aussi que je reçoive moins de temps de jeu. Puis moins de temps de jeu, c'est pas juste que mes minutes réduisent dans un match, c'est vraiment que j'ai juste pas de game. Fait que ce stress-là aussi peut être assez demandant. Comment tu dirais qu'on peut dealer avec la dynamique, mettons dans une équipe, on va être en compétition avec l'autre gardien ou les autres gardiens qu'on a dans notre équipe, mais comment qu'on peut dealer avec ça? Parce qu'on veut tout le temps être un bon coéquipier en même temps, mais on va être en compétition avec notre coéquipier. Ouais, c'est tough. Puis je vais prendre, mettons, ta situation sans y aller spécifique. Ouais. Juste au niveau que tu joues puis tout le kit. Là. Parce que je pense que je suis d'accord avec toi que ça devient difficile des fois de dessiner la ligne entre être un bon coéquipier puis aussi vouloir bien faire pour toi-même. Il y a l'aspect compétition aussi qui arrive là, où est-ce que, mettons, à ton niveau, pour être capable de jouer à ce niveau-là, tu es de nature quelqu'un de compétitif. Puis c'est de faire la différence entre je suis compétitif et donc je me pousse moi pour m'améliorer et me rendre à un niveau X, Y ou Z. Puis après ça, je suis compétitif et au lieu de penser à moi et à ce que je peux faire et, mettons, le positif et le négatif par rapport à ça, ben, je je souhaite un petit peu pour que l'autre personne ne fasse pas bien pour que moi, je puisse monter. Fait que il y a tout le temps cette dualité-là là, de comme, OK, ben, si lui, il goal mal, mais ça veut dire que moi, j'ai plus de chance. Fait que des fois, c'est facile de rentrer dans ce mindset-là. Fait que comment dealer avec ça, je pense, c'est de le voir vraiment plus comme une perspective de tu compétitionnes dans un sport pour t'améliorer en tant que personne, en tant qu'athlète. Qu'est-ce qui va te pousser au maximum? Est-ce que c'est que ton partner, ça n'aille pas bien, puis que toi, tu prennes ce spot-là? Je pense pas parce que tu vas pas te pousser pour aller chercher un spot, tu vas te faire donner un spot. Tandis que si tu le vois dans une perspective de hey, si lui est à 100%, puis moi je suis à 100%, puis je gagne ce net-là, crime, c'est bon, là, je me suis développé sur un moyen temps, puis je me suis poussé vraiment au maximum de mes limites. Fait que je pense que c'est de le voir dans une perspective vraiment développementale de OK, ben moi je donne mon 100%, puis mon but c'est de m'améliorer à chaque jour, puis en faisant ça, ben, je vais avoir le filet. Ouais. Good. Deuxième question. Selon toi, c'est quoi la plus grande différence mentale entre un gardien de but élite puis un gardien de but de niveau plus amateur? Et j'aime ça. J'aime ça. Je vais y aller d'une perspective vraiment plus large. Puis tu me diras si tu voulais autre chose comme réponse. C'est bon, mais j'aime ça le décrire. Tu sais, quand tu parles à du monde qui connaissent moins le sport, la réalité, c'est qu'être athlète, c'est une job. Ouais. C'est surtout au niveau professionnel, c'est une job. Tu as ta compensation monétaire qui vient avec ça. Tu as des heures de travail pendant la semaine. Puis à la fin de la journée, tu fais ton sport pour être capable de te payer un style de vie. Que ce soit, surtout athlète, habituellement, c'est un petit peu plus luxueux, mais à la fin de la journée, tu as une famille à mettre un toit par-dessus leur tête puis à nourrir. Et c'est ça la réalité. Fait que, pour moi, la vérité, c'est qu'un gardien de but élite qui aspire à ça va avoir beaucoup plus de pression de performance qu'un gardien de but récréatif qui effectue le sport pour le plaisir. Ouais. Si on regarde, admettons, puis on revient à comparer ça à une job, puis on parle de monsieur, madame, tout le monde qui est comptable, admettons. Bien, le monsieur ou la madame qui est comptable va avoir un nombre d'heures qu'il doit faire par semaine. Right? La compagnie va dire, moi, je te paye X pour faire tel nombre d'heures. Ouais. Puis on parle tout le temps que dans des jobs où est-ce qu'il y a des seuils de performance à aller chercher, fait que mettons des quotas de vente ou whatever, il y a tout le temps plus de stress parce que mieux que tu fais, plus que tu te fais payer, mais aussi le pire que tu fais, le moins que tu vas te faire payer. Fait que il y a ce stress-là qui va embarquer aussi. Mais au niveau compétitif, surtout pour les gardiens de but élites, c'est ça la réalité. C'est si je ne performe pas pendant une saison, ben la saison d'après, je risque d'avoir des coupures au niveau de mon argent, puis ça rajoute du stress sur ces personnes-là. En tant que tel, le stress du sport reste le même. Je pense que c'est juste qu'il est amplifié par
ce facteur-là qui est alentour. Puis tu peux rajouter aussi à ça le fait que il n'y a pas beaucoup de jobs dans le monde réel qui te disent que tu as un contrat de 2 ou 3 années. Puis habituellement, quand tu as des jobs qui font ça, souvent le monde sont comme ah ouais, ben, c'est peut-être pas la job idéale. Peut-être que tu voudrais aller chercher quelque chose qui t'offre une assurance un petit peu plus ou qui t'offre un petit peu plus de stabilité. Mais la réalité, c'est que les athlètes professionnels deal avec ça à chaque jour, où est-ce que leur performance va baser sur le nombre d'années qu'ils vont faire Ouais. éventuellement et le salaire qu'ils vont faire. Fait que il y a ça aussi qui se rajoute là. Ouais. On est tu parlais du stress et de la pression. On est dans les séries en ce moment dans la Ligue nationale. Là. Est-ce que tu dirais qu'un gardien, mettons, on en voit souvent là, comme des Carey Price ou des Jacob Fowler là, qui n'ont pas l'air d'être affectés par la pression. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'inné ou tu penses que c'est vraiment quelque chose qu'on peut pratiquer puis quelque chose qu'on peut apprendre? C'est une bonne question. Très bonne question. Je pense que, admettons là, qu'on prend ces deux perspectives-là, puis on regarde la personne qui est derrière le gardien de but. Je pense que tu as donné deux très bons exemples, là, Jacob Fowler ou Carey Price. C'est deux personnes qu'au niveau personnalité, à la base, sont beaucoup plus relax et posées. Je suis pas mal certain que tu les croises dans une salle où il y a beaucoup de personnes. Je pense pas que c'est eux nécessairement qui vont ressortir du lot de par leur excitation, de par le bruit qu'ils vont faire et tout ça. Fait que c'est sûr et certain que oui, il y a des facteurs prédisposants comme ta personnalité, comme la façon que tu as été élevé qui vont faire en sorte que tu risques de mieux gérer des environnements qui sont hyper stressants. Par contre, puis c'est ça qui est le fun aussi avec la performance mentale, c'est qu'il y a beaucoup d'outils que tu peux rajouter à ça qui vont améliorer ta prédisposition. Ouais. Fait que, tu sais, si tu es quelqu'un qui est vraiment plus nerveux à la base, ben, tu as des outils qui vont faire en sorte que tu vas être capable de peut-être mieux gérer ta respiration, peut-être mieux gérer tes pensées pendant un match, qui vont faire en sorte que tu vas être meilleur à gérer ces situations-là. Est-ce que, si on prend, mettons, un Carey Price, encore une fois, avec une personnalité vraiment plus relaxe, Ouais. puis après ça, on le compare à un Jakub Dobeš qui est partout puis qui n'a vraiment pas le même style de personnalité et de gestion d'émotions. Si on leur donne les mêmes outils, est-ce qu'ils vont arriver à gérer le match de la même façon? Non, sûrement pas. Mais il y a toujours façon de travailler alentour et de se développer des outils et des façons de faire qui vont t'aider à gérer ces situations-là 100%. OK. Puis, comment qu'on peut expliquer, mettons, un gardien comme Jordan Bennington, que lui, il performe, on dirait, juste quand il y a de la pression, puis juste dans les grands moments, mais dans la saison régulière, on dirait qu'il n'est pas là, puis qu'il show up juste pour le match. Ouais, très bonne question aussi. Je ne sais pas si c'est dans les cours de psycho. Il me semble que oui. Au cégep, on me semble qu'on le voit, mais je ne me rappelle plus. Il y a la théorie du U inversé. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Non, je trouve ça. Fait que dans le fond, c'est applicable à plusieurs différentes sphères. Là. Il y en a pour le stress, il y en a pour l'activation, il y en a pour plusieurs affaires. Mais en gros, là, si tu t'imagines un chart là, régulier, tu as la théorie du U inversé, stipule que, mettons, U inversé, tu peux l'imaginer, c'est comme une parabole. Plus quelqu'un est stressé, plus il va évoluer à travers ce U inversé-là. OK. Fait que, il y a du monde qui va avoir besoin d'énormément de stress pour se rendre au top de la parabole qui va faire en sorte que c'est là que tu te sens le plus confortable. Ouais. Il y en a d'autres pour qui il faut absolument aucun stress, puis eux sont confortables là-dedans. Ouais. Bennington, c'est le genre de personne qui, en tout cas de ce qu'on voit, là, malheureusement, je ne le connais pas, mais de ce qu'on peut voir, c'est quelqu'un qui, quand il n'y a pas de stress, lui, son niveau d'activation est très, très, très bas, puis il a besoin de frapper un seuil qui est très élevé pour qu'il puisse aller chercher toutes ces ressources cognitives et physiques-là pour être capable de performer. Ce qui fait en sorte que, selon moi, s'il est dans un environnement où est-ce qu'il n'y a pas de stress, où est-ce qu'il n'y a pas d'enjeu, où est-ce qu'il n'y a pas cette pression-là, ben lui, il est quasiment dans un état où est-ce qu'il est endormi. Ce qui fait en sorte que tu peux imaginer, là, si tu te réveilles d'une sieste, tu s'en vas gauler habituellement, ça risque de pas bien aller. Tu as du monde qui sont faits différemment, puis qu'eux, une game de Ligue nationale au quotidien, ben ça a l'air que c'est pas assez de stress. Fait que, ouais. Cool, super intéressant. Je vais aller sur une autre question. Comment tu penses que la fatigue physique affecte le côté mental lors d'un match? Surtout, on le voit, mettons, le Canadien, je pense
3 de leurs 4 matchs ont été en prolongation. Ouais. Comment que ça l'affecte, le côté mental, la fatigue physique? Full. J'ai le droit de te poser des questions? Ouais, Ok, c'est bon. Parce qu'on va prendre ton expérience aussi en tant que gardien. ouais. Tu sais, moi, je suis intéressé à savoir, toi, mettons, dans une game où est-ce que tu es à 100%, où est-ce que tu te sens bien, où est-ce que tu te sens confortable, tu sais, c'est quoi qui se passe dans ta tête? C'est quoi qui fait en sorte que je recommence? C'est quel état mental qui fait en sorte que tu goals tes meilleurs games? Quand je suis 100% d'Aldin, euh, quand je suis 100% concentré, quand je suis physiquement le plus alerte puis le plus, je dirais, en forme. Ouais, j'adore ça. J'adore ça. Puis tu sais, je pense qu'avec les termes que tu apportes, là, le dialed in, le focus, il y a beaucoup de être ancré dans qu'est-ce qui se passe là. Au moment Puis présent. vraiment, vraiment dans le moment présent. Puis tu sais, si on prend le hockey des séries, qui est, en tout cas selon moi, vraiment intéressant parce que c'est comme un micro-environnement où est-ce que il y a énormément de pression, il y a énormément Ouais. de personnes dans l'aréna. Ben, tu sais, il y a la fatigue physique qui embarque, mais la fatigue physique peut aussi être générée par tu sais, une augmentation de stress qui fait en sorte Ouais. que tu es encore plus fatigué. Mais admettons qu'on y va vraiment plus à la question initiale. Si on se dit que pour être capable de performer, il faut que tu restes dans le moment présent puis que tu restes focus sur la base du hockey qui est la rondelle noire sur la surface blanche de hockey puis that's it. Ouais. Ben, plus tu es fatigué, plus tu as des facteurs de stress ou des distractions qui rentrent un petit peu Ouais. aussi là-dedans. Fait que, je te donne un exemple. Toi, tu dis, tu sais, je me sens meilleur quand je me sens le plus en forme. Parfait. Mais mettons que tu te rends en 4e overtime, puis que là, tu le sais, puis tu le sens que tu es poussé, mettons, d'un côté de la glace à l'autre, Ouais. sont pas aussi efficaces. Ben, le jeu risque de sortir, puis ça se peut, ou le risque de sortir de ta zone, puis ça se peut que tu fasses comme un ouais, ok, j'étais vraiment plus lent là-dessus. Là, je me suis pas rendu. Puis là, il y a des doutes qui rentrent. Puis il y a tout ça qui rentre aussi. Fait que je te dirais que c'est le plus gros aspect de la fatigue physique. C'est Ouais. que tu vas finir par te douter, tu vas finir par te poser des questions. Puis on sait que quelqu'un qui pose des questions, ben, il n'est pas dans un flow state, il n'est pas en train de juste Ouais. jouer au hockey. Fait que, plus gros point. Là, tu parles de flow state, ça m'intéresse. Comment tu penses qu'un gardien ou qu'un joueur peut atteindre ce flow state-là? Ouais. Ça, c'est une question que je trouve qui est vraiment intéressante. Puis il y a beaucoup de monde qui. Il y a comme des théories différentes là, en Ouais. performance mentale, en psychologie du sport, où est-ce que, tu sais, dans un monde idéal, euh, ton flow state fait en sorte que tu vas performer au plus haut niveau. OK? Ouais. Puis le flow state, c'est quoi? C'est genre cette période de grâce-là où est-ce qu'on dirait que tu sais même pas où est-ce que tu es. Le temps fait juste s'écouler extrêmement rapidement ou lentement. Puis tu es juste en train de jouer à ton sport puis t'amuser. Puis tu peux faire ça aussi des fois en étudiant, tu vois cet espace-là ou peu importe. Euh, mais l'affaire, c'est que dans un monde idéal, ça te donne les meilleures performances. La réalité, c'est qu'on n'habite pas dans un monde idéal. Ce qui fait en sorte que, puis ça, c'est ça qui est tough, c'est que le flow state, c'est impossible de l'avoir à chaque performance. Non, c'est ça. Genre, absolument impossible. Il faudrait que tu sois quasiment un gourou ou un monk pour être capable d'aller chercher ça. Ouais. Par contre, il y a des façons pour te rendre là. Ce que je trouve drôle à propos du flow state, c'est qu'on parle souvent de comme, OK, on veut essayer de te rendre dans le flow state, bla, mais la vérité du flow state, c'est que c'est un état qui, tu rentres un peu dedans en ne pensant à rien. Ouais. Fait que si tu travailles vraiment fort pour essayer de te rendre au flow state, ben que tu dénaturalises un petit peu c'est quoi ce flow state-là. Mais la réalité, c'est que pour se rendre, c'est justement enlever toutes les distractions, être focus sur la tâche le plus possible. Puis ça te ramène à quoi? Ben, tout ce qui est tes 5 sens, puis vivre dans le moment présent, puis être un humain. C'est Ouais. un peu ça, là. Fait que, je te dirais que c'est ça. Puis je vais te faire une petite comparaison aussi à le monde animal, là, un peu, là, qui est bizarre à dire, là, mais si tu penses à un loup qui n'a pas mangé depuis des semaines, Ouais. right? Il vient, ça fait des semaines qu'il n'a pas mangé, puis lui, pour une raison ou une autre, il se promène dans la forêt, puis il n'y a rien alentour de lui qui est capable de chasser. Puis là, à un moment donné, finalement, il trouve, peu importe, le lapin ou genre, whatever tu veux imaginer, puis il y en a un. Ben, ce loup-là,
peu importe ce qui passe alentour de lui, sa tâche, c'est là, je m'en vais me chasser, il faut que j'aille manger parce que sinon, il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Ça, c'est ton flow state. OK. C'est littéralement ton flow state, c'est que tu as une tâche puis tu es tout organisé envers cette tâche-là. Fait que c'est ça, on dirait que dans ma tête, c'est oui, il y a des outils, puis oui, c'est d'être dans le moment présent, mais la réalité, c'est qu'essayons pas de nécessairement le chase, mais essayons de faire en sorte que à chaque fois que tu embarques sur la glace, toi, ton but, c'est d'essayer d'être dans le moment présent le plus possible, puis en faisant ça, éventuellement, ton flow state va embarquer, puis ça va devenir une deuxième nature un peu. OK, cool. Super intéressant. Je vais y aller d'une dernière question. Peut-être un peu plus difficile, là, mais Bon. il s'en ressemble un peu. On est Comment là pour ça. on peut se préparer à, mettons, la pression d'un gros match, d'un tournoi ou, mettons, des séries? Là? Ouais, c'est bon ça. OK. Il y a encore là plusieurs façons de le voir. Ouais. OK. Une des façons de le voir, puis ça, c'est. Tu vas voir ça souvent avec des équipes de plus haut niveau qui ont soit des coachs extrêmement expérimentés ou qui ont un consultant en performance mentale alentour de l'équipe ou peu importe. Mais la phrase Pressure makes diamonds, Okay, ça ouais. existe pour une raison. Puis la réalité, c'est que si tu veux être capable de te préparer à ces moments de pression-là, ben, tu peux intégrer des moments de pression en pratique. Ouais. Puis quand je dis moment de pression, c'est tough un peu à délimiter. Puis encore là, il y a tout le temps une ligne qui est fine entre tu abuses les athlètes parce que tu les fait passer à travers vraiment trop de choses. Puis là, finalement, t'es pète au niveau physique, au niveau mental. Puis que tu ailles chercher un niveau de pression qui est juste adéquat pour que l'athlète pense qu'il a surmonté une grosse tâche, puis que ça aille chercher ce niveau de confiance-là encore plus. Ouais. Fait que je te donne un exemple. Au niveau hockey, mettons en contexte d'équipe, tu peux avoir des SAG games, là, des short area games qu'ils appellent, là, que les équipes vont souvent faire en fin de pratique. Mais tu peux avoir une journée pendant la semaine, mettons le mercredi. Chaque mercredi, ben, c'est journée SAG game, mais avec une twist. Puis là, tu fais en sorte que cette équipe-là, elle a tout le temps un défi à surmonter. Par exemple, équipe 1 versus équipe 2 dans ce SAG game-là. Ben, équipe 1, aujourd'hui, vous commencez avec une avance de 3-0. OK, ouais. Puis, il y a quand même une conséquence à la fin. Fait que si tu perds ce game-là, tu as quand même la conséquence de, peu importe, un mountain ou 2-3 allers-retours de la glace ou whatever. Puis la conséquence reste la même que tu aies un avantage ou non. Ouais. Mais là, ça augmente le niveau de stress sur l'équipe qui perd. Ça augmente aussi le niveau de stress sur l'équipe qui gagne. Parce que là, il faut que tu apprennes à défendre ton lead, il faut que tu apprennes à dealer avec ça. Fait que, tu sais, ça, je te dirais, c'est des façons de faire en sorte que tu prépares un individu et une équipe à performer en niveau ou en situation de haute pression. Là. Cool, c'est intéressant. Mais gars, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais pour écouter le pour ça. podcast. Fait que, On merci. espère que vous en aurez appris plus avec ce podcast.